reporting extra-financier pour une toute grosse société et on réfléchissait ensemble aux objectifs d'un tel outil de communication. Et pour nous, les objectifs, j'en vois trois. Il y a l'aspect clairement business et commercial. Il faut pas trop imaginer que le but, il est éthique avant tout derrière. Donc, c'est vraiment un objectif commercial et de business qui est de clairement créer un lien avec les clients, d'attirer des investisseurs potentiels et de mettre en avant une stratégie. Je donne l'exemple ici de la société Patagonia, qui est une grosse société qui produit de l'équipement outdoor et des vêtements et qui a une très, très grosse stratégie développement durable et communication, notamment environnementale et sociale. Si on achète un t-shirt Patagonia, c'est pas forcément pour sa qualité, même si ça doit être sans doute de très bonne qualité, je ne le sais pas, mais c'est avant tout justement parce qu'il véhicule un message justement de respect de l'environnement, et cetera. Donc il y a un aspect business, un objectif business commercial derrière, ça c'est clair. Il y a clairement aussi, ma collègue était bien placée pour le savoir, c'est un volet ressources humaines. On communique notamment à travers les reporting extra-financiers pour attirer des jeunes avec un potentiel professionnel élevé et qui font partie de cette nouvelle génération, comme je suppose la plupart des intervenants de ce webinaire en font partie, pour qui ces questions environnementales et sociales sont extrêmement importantes. Et donc, c'est un élément à prendre en compte aussi. Et comme le disait Fanny en mentionnant l'exemple du Maroc tout à l'heure, c'est la même chose sur une partie de l'Europe, etc. Il y a clairement un objectif légal parce que c'est des éléments qui entrent de plus en plus en compte dans la législation nationale. On doit non seulement reporter les éléments financiers, mais de plus en plus les éléments non financiers également. Donc, je crois que c'est un élément important. Donc, si on revient rapidement sur les trois types de reporting, interne, buyer, externe, on a des objectifs et des objectifs différents. Ça se traduit comment dans la pratique? Ça se traduit que le reporting interne, c'est quoi? Vous voyez les éléments, les deux tableaux sur la droite de mon slide ici. On a des tableaux un petit peu rébarbatifs qui présentent des chiffres d'émissions, qui présentent des chiffres de rejet, des volumes de déchets accumulés, etc. Et on observe en dessous aussi, par exemple, un exemple type de plan d'action environnementale et sociale qui doit être mis en œuvre suite à une prise de décision du management. Justement, on se rend compte que les rejets en eau dépassent les normes de la SFI. Hop, on est obligé de mettre en place des actions. On est dans l'opérationnel. Donc, comme je le disais, le reporting interne, c'est quoi? C'est un outil d'aide à la prise de décision. Ça veut dire qu'on a des rapports qui vont présenter l'information de manière très concrète et factuelle. Et sur quel type d'information? Ça va être les niveaux d'émissions, clairement au niveau toutes les problématiques d'émissions atmosphériques, dioxyde de soufre, d'azote, etc., les problématiques de bruit, problématiques de rejet en eau, etc. Donc tous ces sujets-là vont être couverts dans les reporting internes. On va avoir un volet biodiversité également qui va être couvert, mais plus généralement en amont, et également au niveau de la conformité aux plans de gestion qui vont être développés en interne. La problématique des relations communautaires et d'engagement des parties prenantes qui devraient être couvertes et partagées vraiment le long de toute la chaîne de communication de l'entreprise, les questions de ressources humaines, contractuelles, etc. Et un gros élément qu'on a tendance à oublier également, qui est la gestion d'hygiène, santé, sécurité au travail, qui est une composante très importante de tout ce qui est justement reporting non financier. Tout ça pour montrer que le nombre de sujets couverts est énorme et fait appel à un niveau d'expertise, mais qui part dans tous les sens. Je connais très très peu de personnes, je connais personne qui est compétent à la fois sur l'hygiène, la santé, sécurité au travail, sur les ressources humaines, sur la biodiversité, les relations communautaires, etc. C'est un nombre de sujets, je n'ai jamais pris le temps de compter vraiment ce nombre de sujets, mais c'est énorme. Donc voilà, ça montre un petit peu la complexité du sujet. Si on passe au reporting auprès des bailleurs et comment reporter, comme je le disais, c'est un outil de gestion de risque réputationnel pour simplifier en gros la question. On est moins sur un outil de prise de décision ici. Et de se dire quoi? Ça veut dire que le niveau d'échelle
et les sujets abordés vont être différents par rapport au type de reporting précédent, c'est-à-dire les reporting internes. On va vraiment se focaliser, analyser la présentation des risques environnementaux et sociaux principaux. Ça veut dire quoi? Qu'on va se concentrer sur 3 grands sujets. Ça veut dire, est-ce que la société est capable de gérer sa performance environnementale et sociale? Comment on fait ça? On regarde si la société a mis en place le fameux SGES, système de gestion environnementale et sociale, et on analyse tout ça. Et ensuite, au niveau réputationnel, les 2 grandes thématiques qui sont vraiment importantes au niveau des bailleurs et principalement en Afrique, dans les investissements sur lesquels les bailleurs travaillent, c'est quoi? C'est la biodiversité et l'acquisition foncière et les réinstallations de population. Donc les rapports auprès des bailleurs vont se concentrer sur ces 2 grandes thématiques. Je vois que le temps passe très vite, donc je vais accélérer, mais je pense que je suis quasiment à la fin. Et si on en vient au comment du reporting externe, qu'est-ce que ça veut dire reporter au niveau externe? Comme je le mentionnais, il s'agit d'un outil de communication avant tout. Ça veut dire beaucoup de vulgarisation, une simplification parfois à l'extrême de l'information. On identifie une série de 5-10 thématiques en fonction de l'entreprise, en partenariat avec des parties prenantes, des ONG, etc. Le management va analyser ça et va proposer une série d'objectifs d'amélioration de la performance sur ces différentes thématiques. Et cet élément va être partagé dans ce qu'on appelle un corporate ou un sustainability report, un rapport de développement durable qui va être présenté et qui va être développé la plupart du temps sur base de référentiels de travail qui sont de plus en plus normés. Le principal étant le GRI, mais également TCFD pour tout ce qui est émissions. Il y a maintenant le UN Global Compact qui devient très à la mode également. Donc, on est dans un niveau de présentation d'informations et de sélection d'informations qui est complètement différent de ce qu'on va voir en interne. On va parler quoi ici? Principalement des émissions CO2, on va parler de diversité, on va parler d'engagement communautaire, mais à un autre niveau que ce qu'on a en interne ou vis-à-vis des bailleurs. Que retenir de ces quelques slides? Donc, ce que j'ai dit depuis le début, importance d'identifier le type de reporting concerné. On ne parle pas de la même chose en fonction des personnes à qui on parle. Adapter le reporting ainsi que le système de gestion environnementale et sociale, c'est important, je ne l'ai pas mentionné, mais à la taille et de l'entreprise et du projet et aux impacts environnementaux et sociaux potentiels, c'est-à-dire qu'on ne gère pas de la même manière un reporting pour une petite entreprise qui produit ou un restaurant ou un magasin que pour une grosse centrale électrique à Abidjan. Comme je le disais, on adapte l'information partagée au sujet couvert en fonction non seulement du secteur d'activité, ça va de soi. Une centrale n'a pas les mêmes impacts qu'une entreprise agricole, et au destinataire de l'information. Et alors, un dernier élément que je souhaite mentionner ici, c'est faire appel à des experts dans ces différents domaines concernés. Pourquoi? Parce que je vous mentionnais le fait qu'il y a tellement de sujets couverts. On ne peut pas être expert dans tout et on ne peut pas inventer l'information ni son analyse. Donc, c'est vraiment primordial de faire appel aux personnes compétentes sur ces différents sujets pour les couvrir au mieux. Voilà, je vois que malheureusement, il est déjà très tard. Fanny, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Je crois que tu pourrais clairement apporter beaucoup aussi et laisser la place aux questions. Merci beaucoup Benoît. C'était très clair, je te remercie. Peut-être avant de laisser la place aux questions de nos participants, résumer en quelques lignes ce que tu viens de dire, que finalement, c'est important avant de parler de reporting environnemental et social, de revenir sur ce qui est au cœur, à savoir le SGES, le système de gestion environnementale et sociale, qui lui va prendre la forme adaptée au projet, à l'entreprise, à son contexte, à son activité, mais aussi au cadre dans lequel elle opère, à savoir est-ce qu'elle travaille avec des bailleurs ou non et quel référentiel va s'appliquer à elle. Et puis, comme tu l'as souligné, on a 3 niveaux de reporting: interne, plutôt bailleur actionnaire, et ensuite externe. Et chacun va avoir des objectifs et des contenus différents pour finalement s'adapter au destinataire. Et pour peut-être compléter par rapport au reporting externe, effectivement, comme tu le disais, on va cibler peut-être plus des objectifs business
RH, mais parfois légales et réglementaires, puisque on voit qu'il y a de plus en plus de lois en la matière. Mais dans le cas où on se retrouve avec des entreprises qui ne sont peut-être pas concernées par le niveau de reporting bailleur-actionnaire parce que soit il n'y a pas de bailleur ou soit il n'y a pas d'attente spécifique de la part de leur actionnaire. Elles utilisent souvent le reporting externe comme un moyen aussi de communication et donc comme finalement l'objectif de aussi mesurer et limiter les risques de réputation à l'égard de ces parties prenantes-là qui sont des parties prenantes assez fortes. Et donc, du coup, c'est aussi parfois l'occasion à la fois de communiquer largement, mais de mesurer aussi l'efficacité opérationnelle de leur démarche de développement durable. La différence, c'est que là, elles vont plus utiliser je dirais des approches plus basées sur leur stratégie. Le sommaire, les chapitres vont être plus structurés par axe de leur démarche que véritablement par référentiels qui leur sont applicables, comme par exemple différentes exigences qui peuvent être applicables dans le cadre de la SFI, dans les projets qu'elle finance, par exemple. Donc, ça va être un petit peu différent. C'est pour ça que d'ailleurs le choix du référentiel est extrêmement important dans ces démarches de reporting. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Je vais rapidement regarder les questions qui nous ont été posées par nos participants. Alors, donnez-moi 2 petites minutes. Alors, on a des réactions aussi en disant la loi Cox engage la responsabilité des dirigeants concernant le contenu du reporting externe. Est-ce qu'il y a des questions que j'aurais loupées? Quelqu'un a réagi également sur l'exemple que tu as donné de Patagonia, effectivement avec 799 millions de dollars en 2017 et l'emploi de plus de 2000 personnes en 2019. Pour Patagonia, il y a un véritable, il existe un véritable marché quoi, à travers cette démarche de reporting. Est-ce qu'on a des questions? Alors, vous avez insisté sur l'importance du management. Qu'est-ce que vous désignez exactement? On a une question. Management d'entreprise, c'est-à-dire les gérants, le comité de direction d'entreprise, quoi. Clairement, encore une fois, ici, je parlais d'exemples de sociétés de taille relativement importante auxquelles j'étais confronté. Et on n'est pas dans le même cas qu'une petite société de 5 personnes dans lequel le patron est lui-même sur le terrain tous les jours. Mais sur ces sociétés, même de taille moyenne ou importante, il y a clairement une grosse séparation entre les gens qui sont sur site, qui ont les mains dans le cambouis, qui prennent les mesures, et les personnes qui sont qui font partie du comité de direction et qui elles-mêmes ne sont pas confrontées à ces… c'est les preneurs de décision, en fait. Et du coup, ce reporting est important parce qu'il sert de lien entre les gens qui sont sur le terrain, qui prennent les mesures, qui font les analyses, et justement les personnes qui prennent les décisions. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Alors, moi, je vais en profiter pour te poser une question. Nicole. Non, du tout. Avec l'expérience que tu as eue, quelle finalement tendance tu as vu se dégager dans les différents clients que tu as pu avoir? Quelles sont les pratiques que tu as pu observer et de ces pratiques-là, quels sont je dirais les conseils que tu pourrais donner pour faire un bon reporting environnemental et social? Mais la question que moi je vais te renvoyer, c'est justement à quel niveau de reporting, parce que pour moi, quand justement je parlais de ces 3 niveaux de reporting, ils sont clairement différenciés, c'est-à-dire qu'ils s'imbriquent les uns dans les autres. On va utiliser du reporting interne pour du reporting de buyer, on va utiliser de l'information du reporting buyer pour du reporting extra-financier ou externe. Mais moi, j'ai été confronté, clairement, je suis plus opérationnel. C'est-à-dire quoi, que je suis confronté. Mon rôle, c'est de m'assurer qu'une grosse société, qu'elle soit dans le domaine de l'énergie, une société une centrale électrique solaire, par exemple, mon rôle, c'est m'assurer qu'elle, justement, quand tous les systèmes sont en place, c'est-à-dire qu'elle est capable de reporter, de produire ses rapports,
Pour être honnête, c'est un des gros problèmes que l'on voit sur l'ensemble des projets sur lesquels on travaille. C'est extrêmement rare d'avoir une société qui est capable de gérer ce reporting de manière constante et convenable sur l'ensemble des documents qu'ils produisent. Mais voilà, ça s'améliore. Et sinon, au niveau du reporting extra-financier, moi, je ne suis pas tellement à même c'est pas tellement mon rôle de les analyser. Je vois que c'est quelque chose qui évolue énormément, notamment à travers des législations qui sont de plus en plus contraignantes sur la question. Il y a aussi des organismes comme comment il s'appelle, le World Council for Sustainable Development, qui assiste et qui aide justement des sociétés à travailler, à améliorer justement ces questions-là. Je pense qu'on va se diriger de plus en plus vers des législations contraignantes sur la question et que ça va faire évoluer énormément la question dans les années à venir. Et tant que ce n'est pas le cas, on va rester sur des actions volontaires et du coup qui resteront difficiles à prendre en considération sur le long terme. Et je pense que c'est vers ça qu'on se dirige. Ouais. Effectivement, c'est important de bien dissocier le reporting, je dirais, plus opérationnel et notamment à l'échelle de projet qui va être assez différent des reporting externes qui, eux, vont être beaucoup plus globaux Ouais. et vont concerner les stratégies des entreprises elles-mêmes. Et donc, on va intégrer davantage de dimensions qu'on n'intégrera peut-être pas forcément sur du reporting interne qui va peut-être concerner un projet. Moi, je pense que la difficulté aussi, c'est en fonction qu'on est sur un référentiel plus ou moins contraignant. Et le problème, c'est que comme chaque entreprise va utiliser des reportings différents, des référentiels différents, aujourd'hui, c'est très difficile d'évaluer la qualité, la performance de ces entreprises, puisqu'on va avoir des lectures différentes selon les référentiels. Alors moi, je ne m'y connais pas trop en reporting opérationnel, notamment tout ce qui peut être appliqué dans le cadre des normes SFI. Mais je sais que sur le reporting extra-financier, beaucoup plus en termes de communication extra-financière, la difficulté aujourd'hui, c'est que les entreprises vont avoir des pratiques de communication tellement différentes et en plus, étant donné la différence de secteur d'activité, de contexte, c'est assez difficile d'évaluer. Donc, ce que font maintenant les agences de notation extra-financière, c'est qu'elles ont leur propre outils d'analyse, elles vont piocher dans la documentation extra-financière, mais elles vont aller challenger les rapports extra-financiers annuels des entreprises en finalement leur forçant à avoir de plus en plus d'indicateurs, de plus en plus d'outils sur lesquels elles communiquent leurs performances. Mais ce qu'il y a, c'est que ça devient très compliqué, justement. Les bureaux de notation, etc., ne disposent pas en interne des personnes qui sont capables de comprendre les chiffres qu'on fait sortir de ces rapports, même si ça reste des données scientifiques. C'est comme je le disais, hein, c'est des sujets, mais il n'y a pas beaucoup de monde sur la planète qui est capable de comprendre une modélisation acoustique ou d'émissions atmosphériques de NOx d'une centrale électrique. Et c'est extrêmement compliqué de comprendre les enjeux qui sont là derrière. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois imaginons qu'on fait un rapport technique et scientifique très poussé et qu'on sort tous ces beaux chiffres qui sont corrects. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait? L'objectif, c'est quoi? C'est de se mettre des targets, c'est justement des objectifs. Et comment ça se passe? C'est le management, justement, encore une fois, les décisionnaires de la société, de la compagnie, qui vont se mettre autour d'une table et dire voilà nos productions maintenant en CO2, nos émissions de CO2, qu'est-ce qu'on se donne comme objectif? Et là, on est dans l'intangible, on n'est plus tellement dans du concret, et c'est un petit peu à eux de décider en fonction de ce qu'ils veulent, vu qu'il n'y a encore rien de concret, de formel à ce niveau-là. Oui. Alors, j'ai une petite question de quelqu'un qui dit: ne peut-on pas considérer que le reporting est souvent le fait d'une grande entreprise et qu'il serait utile de sensibiliser les entreprises et notamment les petites entreprises au reporting? Alors, attendez. Le reporting, c'est un outil, donc oui, mais toute société doit reporter. Mais comment reporter? En fonction du type de reporting, premièrement, comme j'ai dit, mais en fonction de la taille de l'entreprise aussi. On reporte une petite note sur un bureau, sur une méthodologie de travail, c'est du reporting. Et donc maintenant, le tout, c'est de savoir développer ces outils en interne en fonction du type de société, de sa taille, de la taille de l'entreprise dans laquelle on travaille.
Oui, effectivement. Et quelles sont les difficultés rencontrées dans la réalisation de reporting extra-financier en Afrique? Des exemples de législation contraignante autres que le Maroc? Là, je te renvoie la question, Fanny. J'ai pas beaucoup de retours. Ça m'étonnerait qu'il y en ait d'autres, mais je ne peux pas le garantir. Alors, je sais que il y a eu un travail qui a été fait au niveau de l'OHADA et que, a priori, hein, dans les textes, il est obligatoire pour les entreprises de communiquer sur un rapport extra-financier. Maintenant, aujourd'hui, je pense que ce n'est pas totalement traduit dans les réglementations nationales des pays membres de l'OHADA, mais je sais que c'est quelque chose sur lequel les pays sont en train de travailler. Donc, on va forcément aller de plus en plus vers du reporting extra-financier. Je pense que ça commence essentiellement à travers le secteur financier et ça va se généraliser de plus en plus aux autres entreprises. Donc, ça passe souvent par les bourses nationales, comme c'est le cas par exemple au Maroc, et ça va certainement, en tout cas, ça ne va pas aller dans le sens inverse, c'est évident. Mais encore une fois, les législations, alors contraignantes, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les législations exigent un reporting et pas, donc c'est plus une obligation de moyens que de résultats. À Oui, savoir, tout à elles fait. fixent un cadre sur lequel communiquer, elles disent sur quoi communiquer, elles recommandent l'utilisation de référentiels crédibles à l'international, mais elles ne définissent pas de cadre précis parce que c'est assez compliqué de mettre un cadre précis quand on a des entreprises qui opèrent dans le minier et en parallèle d'autres qui opèrent dans les télécoms. Donc, c'est très compliqué de fixer Oui, des choses précises là-dedans. effectivement, c'est à la limite un des éléments les plus faciles à gérer à ce niveau-là, c'est tout ce qui est émissions de CO2. C'est assez Ouais. facile, il y a des méthodologies assez concrètes qui existent. Pour le reste, c'est extrêmement compliqué. J'ai un ami qui travaille justement dans ces agences de notation et qui me disait que ses collègues en charge de ces questions de reporting, d'analyse reporting extra-financier sont complètement perdus. Ils reçoivent des espèces de rapports qui peuvent parfois être considérés à la limite du greenwashing parce que justement, on y met ce qu'on veut et parce que ces gens ne sont pas compétents pour analyser ces données qui sont parfois très complexes et scientifiques. Donc Ouais. voilà, c'est pas toujours évident. Ça reste un peu flou pour l'instant. Oui, non, tout à fait. Ouais. Et puis une dernière question, c'était existe-t-il un logiciel spécial pour faire le reporting? Quel est le rapport entre reporting et audit? Alors, Il il existe je laisse, pas des logiciels, il existe des méthodologies comme tu le disais Fanny, le principal étant, à ce jour le GRI, c'est Global Reporting Index, hein, je pense. initiative, ouais, Hem, c'est pareil. Initiative, ouais, Ouais. Global, Reporting Initiative et une autre série de référentiels de travail justement pour essayer d'uniformiser tout ça. C'est des initiatives qui sont en partie privées, qui partent du secteur privé, mais avec des institutions. Je pense que les Nations unies sont présentes aussi dans le GRI. Et donc voilà, il n'existe pas de logiciel par contre. Oui, alors après, il y a quelques je dirais, cabinets qui se sont spécialisés dans Oui, l'accompagnement à l'élaboration de rapports extra-financiers qui, eux, développent des logiciels pour pouvoir faciliter tout ce qui est collecte et collecte des données, ouais. consolidation de données, mais ce n'est pas des logiciels à proprement parler comme on pourrait développer dans d'autres domaines. Et effectivement, oui, pour compléter ce que dit Benoît, on a essentiellement les référentiels GRI qui existent, qui est peut-être le plus utilisé aujourd'hui. Et puis après, on a aussi ce que disait Benoît tout à l'heure aussi, les entreprises qui adhèrent au Global Compact, généralement, font un reporting, puisque ça fait partie des exigences quand on y adhère, de mesures de communication and progress, je crois. Et donc, chaque année, elles communiquent sur leur avancement sur les 10 principes du pacte mondial. Mais encore une fois, c'est très, très large. Et donc, après, l'entreprise a sa propre méthode et approche pour communiquer dessus. C'est ça toute la difficulté pour arriver à dissocier des démarches crédibles parfois de greenwashing. Donc, c'est un peu toute la difficulté de la tâche. Et Tout à puis, fait. dernier point, pourquoi ne pas unifier les indicateurs en utilisant les 17 ODD sous l'égide des Nations Unies?
c'est plus ou moins ce qui est en train de se faire. Pour l'instant, il y a vraiment un Oui, mouvement d'uniformisation de ces indicateurs et de ces, méthodologies de travail et beaucoup se basent et sont référencent les ODD justement, c'est en mouvement. C'est vraiment oui. une thématique qui bouge énormément ces derniers temps, et ça se fait effectivement. Oui, 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 tout à fait. Je vois, on voit, alors on parlait beaucoup ces dernières années de l'analyse de matérialité, avec évidemment toute cette réflexion autour de qu'est-ce qui est important pour mes parties prenantes et qui a un Ouais. impact aussi sur la performance, la durabilité de l'entreprise, qui est vraiment au cœur de l'exercice aussi de reporting extra-financier. Aujourd'hui, le nouveau sujet qu'on ajoute, c'est il faut que les rapports de DD, de développement durable, intègrent aussi ce matching avec les fameux ODD. Et là, encore une fois, il n'y a pas un cadre bien clair, donc on constate aussi beaucoup d'entreprises qui bon, font des jolis petits exercices de dire bah, on répond à tel ou tel ODD, mais concrètement, la mesure de l'impact et de la contribution réelle d'une entreprise à chacun des ODD, ça laisse encore un peu à désirer parfois. Donc, c'est vraiment un secteur en évolution. Et je pense que là où c'est beaucoup plus structuré, c'est là où a beaucoup travaillé Benoît, c'est vraiment dans le reporting aux bailleurs, parce que là, les outils sont évidents, très clairs et très ciblés, parce que généralement, c'est une approche projet, quoi. Si Oui, tout à fait. me confirmera, ouais. Voilà. Ben, je pense que il n'y a plus de questions. Donc, Benoît, je te remercie beaucoup Merci à vous. cet échange. Merci pour tous tes éclairages. Merci à vous. Merci à tout le monde d'être venus nombreux ce matin. On a atteint les 100 participants à un moment donné, donc c'est super. Et puis, je vais peut-être laisser la parole à une membre de RSE et PED pour clôturer. Euh, en tout cas, s'il faut conclure, on a appris ce matin que l'économie circulaire était une opportunité supplémentaire à juste la simple dimension environnementale, puisqu'elle concerne aussi l'économie et le social, qu'il y a un certain nombre de chantiers qui devront être engagés pour impliquer davantage les acteurs publics, mais aussi les autres acteurs privés. Problème du financement, d'éducation des citoyens, d'autres thématiques à adresser que la gestion des déchets. Et puis, peut-être qu'on a tout à gagner à accompagner tous ces petits acteurs, à les faire connaître, à leur donner plus de visibilité et à travers des stratégies plus partenariales. Et puis, on a vu ensuite avec Benoît que le reporting concerne plusieurs niveaux de l'entreprise, qu'aujourd'hui, on a des pratiques diverses et variées et que c'est un sujet qui est en pleine évolution. Et qui rend pas évident la tâche du reporting et notamment de la comparaison entre les différentes entreprises selon les pays et leur activité. Merci à tous. Je laisse la parole à Karine ou à Anne-Sophie pour fermer ce webinaire. Oui, merci Fanny, merci vraiment pour cette modération. Pour clôturer, je tiens tout d'abord à remercier tous nos intervenants. Nous avons de très, très bons retours par rapport tant sur la première partie abordée avec Natou et Abdoul que sur cette deuxième partie sur tout ce qui est reporting environnemental. Je tiens aussi encore à remercier les partenaires et sponsors de l'association RSEPD par rapport à l'organisation de ce cycle de webinaire. Juste deux mots pour clôturer. Donc là, j'ai affiché la slide pour solliciter tous nos participants à rejoindre le mouvement, à être adhérents de l'association RSEPED. Je ne sais pas, normalement, il y a un lien qui doit apparaître. Voilà, tout à fait. Anne-Sophie vient de lien de bulletin, enfin le lien vers le bulletin d'adhésion. Et pour clôturer, j'invite chaque participant peut-être à allumer leur caméra pour qu'on puisse faire une petite photo de souvenir. Et juste en attendant, alors j'arrête mon partage. Et affichage, galerie.
Et aussi, en attendant, n'oubliez pas notre rendez-vous pour le forum en présentiel et en ligne les 1er et 2 décembre, mais aussi le dernier webinaire du cycle pour le 7 décembre, si je ne me trompe pas, Anne-Sophie, 7 décembre, c'est ça? 7 ou 12? J'ai quelques doutes. Pardon, Karine, tu disais? C'est le dernier webinaire sur l'extraction minière. Oui, c'est pour le dernier webinaire sur l'extraction minière sera le jeudi 9 décembre. Ah, 9. Donc, ça sera notre dernier webinaire de l'année 2021 sur l'extraction minière. Donc, on vous attend également nombreux avec le même format qu'aujourd'hui, table ronde, échange avec 4 intervenants. Merci à tous pour votre participation. Merci à Benoît et aux autres intervenants. Et merci à Fanny qui a fait une modération vraiment excellente et au top. Modérer 2 parties avec autant d'intervenants, c'était quand même une belle prouesse. Merci à elle. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça a été trop riche. Merci à tous les intervenants et à l'animatrice, modératrice. Merci à vous qui êtes participants également. Je ne vois pas le lien d'adhésion là. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne continuation. Je viens de le repartager à l'instant. Ce lien-là, c'est pour adhérer du coup en 2022 à l'association. Okay. Et du coup, vous pouvez d'ores et déjà le remplir. Voilà. Merci à vous. Merci.